l'IA arrive. Et là, comme tous les rédacteurs, j'ai pris un wagon dans la tête. Du jour au lendemain, là, j'ai perdu 2 tiers de mes clients. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Soit tu abdiques, soit tu te bats. La peur n'enlève pas le danger. Donc, j'ai décidé d'essayer de me battre. Et puis, de fil en aiguille, j'ai évolué parce que l'IA permet de faire beaucoup de choses au-delà de simplement pisser du texte, comme je dis. J'avais la force de frappe d'une équipe, en fait. J'étais devenu une bande de rédacteurs à moi tout seul. À arrêter de dissocier justement IA et rédacteur. C'est pas antinomique en fait, et c'est pas un gros mot un rédacteur qui utilise l'IA. Je dirais qu'il n'y a personne mieux qu'un rédacteur web qui peut utiliser un LLM pour produire du contenu à destination du web. Avant de commencer la vidéo, un grand merci à notre partenaire qui est LWS, qui est un hébergeur et registrar 100% français, solide depuis 1999. Avec LWS, profitez d'un hébergement WordPress optimisé grâce à leur plugin intégré, LWS Optimize. Ce plugin exclusif vous permet d'optimiser les médias, d'activer le caching, de gérer un CDN et de minifier vos fichiers CSS, JS et HTML. Mais ce n'est pas tout. LWS vous permet d'avoir des sauvegardes quotidiennes pour une sécurité maximale, un support client disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des data centers en France certifiés ISO 27001 pour garantir une protection optimale de vos données, plus de 25 ans d'expertise dans l'hébergement et le nom de domaine. Et maintenant, le cadeau promis, grâce à mon code promo, bénéficiez de 15% de remise supplémentaires sur toutes les offres du site. Mais attention, cette offre est limitée dans le temps, toutes les informations sont en description. Rejoignez dès aujourd'hui LWS, l'hébergeur et registrar français de référence depuis 1999. Tous les liens et détails sont en description. Cliquez maintenant et donnez un gros coup de turbo à votre site WordPress. Un grand merci encore à LWS de sponsoriser la vidéo. Maintenant, place au podcast. Yo, salut à toi, bienvenue sur Bizcare, le podcast qui prend soin de toi avant de prendre soin de ton business. Sur ce podcast, on parle mindset, on parle entrepreneuriat, on parle SEO, dans un seul but, te permettre de gagner bien ta vie en tant que consultant indépendant en SEO. Donc, on va parler d'argent, on va parler de SEO, on va parler de technique, on va parler de productivité, tout ce qu'il faut pour que tu sois libre et prospère grâce au SEO. Sans plus tarder, rendez-vous à ton épisode. Hello, salut, salam, shalom à tous. Bienvenue sur Bizcare, le podcast SEO entrepreneuriat qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Et aujourd'hui, épisode surtout dédié à toutes les personnes qui disent que la rédac SEO c'est de la merde. À toutes les personnes qui disent que oh là 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 là, mais l'IA va tuer tous les rédacs. À toutes les personnes qui disent que rédiger du contenu IA c'est pourri. Et aujourd'hui, je vous ai ramené une référence francophone de la rédaction IA. Lui-même était ancien rédacteur et lui-même a commencé à gagner beaucoup en devenant rédacteur IA. Où je pique. Là, je pense que les rédacteurs qui m'écoutent, ils vont me dire « Ouh là là, mais attends, mais comment c'est possible ?» Aujourd'hui, j'ai accueilli une personne avec un mindset de fou, avec un parcours entrepreneurial de malade, un ancien rédacteur qui s'est servi de l'IA pour reconfigurer sa carrière, pour refaire un petit peu les règles du jeu à sa sauce. Et maintenant, il se définit comme un rédacteur augmenté. Aujourd'hui, messieurs, dames, en direct sur Bizcare Podcast, j'accueille monsieur Baptiste Guiraud de Easy Content Flow. Pardon. Salut Baptiste. Salut Bizcare, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Est-ce que tu as la pression? Est-ce que tu as les pétoches? Non. Baptiste, ça fait à peu près 1 mois et demi qu'on se connaît. Ouais, 1 mois et demi. Ouais, donc depuis le SEO Summit. Donc au moment où on tourne, on est en novembre, le SEO Summit c'était en octobre 2025. Et franchement, je crois que je t'ai jamais vu énervé. Je crois que je t'ai jamais vu. En fait, t'as toujours le même niveau. Si je devais te définir en un mot, ce serait le stoïcisme. En public, ouais. Mais en privé, c'est autre chose. Oh. Je suis sanguin. Ah, du sang. Eh écoute, aujourd'hui, mon objectif numéro 1, c'est de te faire sortir de tes gonds. Est-ce que t'es prêt? Non, Baptiste, non, blague à part, très, très, très content de t'accueillir. Donc, sur ce sujet de la rédaction IA, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, c'est quoi les do's, les don'ts, comment toi, en tant que rédacteur traditionnel, tu t'es adapté à l'IA. L'idée étant de savoir un petit peu concrètement qu'est-ce qu'on peut rédiger ou pas avec l'IA. Est-ce que l'IA peut remplacer un rédacteur? Voilà. Comment devenir antifragile en tant que rédacteur quand on est avec tout ce qui se passe. Et concrètement, toi, ce que tu fais. Donc, si ça se trouve, tu vas même nous montrer des petites choses. Mais bon, ça, je vais laisser la petite surprise à ceux qui vont
nous rejoindre un petit peu plus tard. Peut-être ou pas, donc on verra bien. Mais avant de commencer, je tiens à remercier LWS, donc Lean Web Service, qui est notre partenaire pour ce podcast. Donc LWS, donc ce registre 100% français qui a les meilleures normes de protection du web pour héberger votre site, mais également pour vous aider à faire votre SEO, donc avec leur plugin Optimize qui vous permet donc d'aller beaucoup plus vite. Donc merci à eux. Si vous voulez tester, je vous mets un petit lien, donc soit en description de cette vidéo YouTube ou bien soit en description de ce podcast pour tester donc LWS avec un petit code promo des familles. Voilà, LWS, merci, grâce à vous, j'ai pu me dégager du temps. Et tu sais que je n'avais pas beaucoup pour faire cet épisode avec Baptiste. Je parle beaucoup. Baptiste, la parole est à toi. Je te laisse te présenter en 5 petites minutes ton petit travaux. Qu'est-ce qui t'a amené vers la rédaction et petit à petit, qu'est-ce qui t'a amené vers l'IA? Baptiste, la suite est à toi. Eh ben c'est parti. Donc, je suis venu sur le web suite à un accident. Je faisais pas du tout ça avant. Et du coup, je pouvais plus exercer le métier d'avant. Donc, résultat des courses, il a fallu que je me reconvertisse. J'avais déjà eu 2 expériences auparavant, 2 petits e-commerce du fait de mon passé d'entrepreneur. Pendant des années à peu près, tu vois, genre quand est-ce que t'es venu, le e-commerce, quelle année, tu vois, pour qu'on Alors, puisse. ça fait 9 ans que je suis à mon compte. D'accord. Mes premières expériences e-commerce, c'est en 2005, sous D'accord. Lycos. Lycos. Ouais, Cherche Lycos. exactement, sous Lycos. Et la deuxième expérience, ça doit être en 2011, ouais, à peu près, 2011, je pense. Là, un petit PrestaShop, voilà. Et pour moi, le web, c'était pas mon truc, quoi, à la base. Moi, je viens de métiers où on faisait avec les mains, où on travaillait, se casser le dos, tout ça. Mais j'aimais ça. Et puis, bah, je me suis mis au web. J'ai commencé à apprendre le SEO via un pote qui m'a filé plein de ressources en me disant que, vu comme je réfléchissais, le référencement naturel me plairait certainement. J'ai passé quelques mois à ingurgiter tout ce que je pouvais comme ressources, Quelles françaises, ressources anglaises, Ouais, quelles ressources à tout l'époque? type, des formations, des conférences, des bouquins, tout ce qui me passait sous la main. Et je passais une bonne partie de ma journée à faire ça, ne serait-ce que pour justement m'armer. Je voyais pas trop la finalité du truc, dans le sens où quand tu apprends et que t'as personne pour appuyer le savoir, t'engranges et puis tu sais pas trop vers quoi ça va. Et un jour, un pote a eu besoin de contenu, un rédacteur l'avait planté. Et je lui ai dit, bah vas-y, moi ça a toujours été facile pour moi d'écrire, même avant tout ça. Et je lui ai dit, vas-y, laisse-moi tes textes, on va voir. Il m'a dit, ouais, mais c'est technique, il y a un point .fr, tout ça, à l'époque. Et j'ai rédigé ces textes assez vite, j'ai balancé dans l'après-midi même. Et puis il m'a répondu en me disant, mais tu sais écrire? Là, on est Et en quelle année à peu près? ça, c'est il y a 9 ans. Ok. Vraiment, il y a 9 ans, ouais. Et 2016. Il y a 9 ans, donc 2000, ouais, 2016, ouais. Ouais, 2016. Mhm. Novembre 2016. D'accord. Et, et je dis oui, je vais écrire, mais bon, il me dit non, mais c'est une ressource intéressante pour le web, c'est un métier. Je dis ah bon, Mhm. c'est-à-dire, il dit bah ouais, si t'écris pour les autres, tu peux devenir rédacteur. Je dis d'accord, mais on fait comment? C'est où la NPE des rédacteurs? Et en fait, il m'a dit non, il te faut trouver des clients. Je dis bah, je sais pas, moi j'en ai pas de clients. Bah attends, je t'en trouve un. Il m'en a trouvé un. 10 jours après, un autre. Puis j'ai commencé. Et puis après, je suis rentré dans une équipe. Je suis sorti de l'équipe. Et j'ai continué à me former tout le long. Le cocon sémantique, tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Tout ce qui était stratégique, technique, un petit peu autour de la rédaction, l'optimisation sémantique. Pourquoi est-ce qu'on optimise? Comment? Pour qui? Qu'est-ce que comprend l'algorithme de ce qu'on fait? Enfin voilà, tout ça. Puis j'ai testé beaucoup d'outils au passage. Et puis petit à petit, j'ai grimpé. Je me suis fait connaître un petit peu dans la sphère SEO, Twitter et compagnie, à l'époque où j'ai gagné l'appel d'offres pour Maison du Café. Ça, c'est l'effet d'armes, tu vois. Et
Et après, à partir de là, bah, en fait, les choses sont un peu accélérées. J'ai commencé à être beaucoup plus sollicité, à créer un peu d'intérêt en tout cas. Toujours eu j'ai très vite eu un blog à côté où je Mhm. partageais soit mon point de vue, soit ma veille, qui est plus trop à jour aujourd'hui d'ailleurs. Enfin, il y a longtemps qu'il est plus à jour. Il est toujours en ligne, mais il est plus à jour. Et puis jusqu'à ce que l'IA arrive. Et là, bah, comme tous les rédacteurs, j'ai pris un wagon dans la tête. Oh. Euh, Ça nous du intéresse, jour ça. au, du jour au lendemain, là, j'ai perdu, mais vraiment du jour au lendemain, hein, j'ai perdu 2 tiers de mes clients. Mhm. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Soit tu abdiques, soit tu te bats. Et je suis pas trop d'un tempérament, je suis pas une victime. Donc, j'ai décidé d'essayer de me battre. Donc, j'ai testé la bête. Je Mhm. l'ai tordue dans tous les sens, voir jusqu'où j'arrivais, jusqu'à ce que j'arrive à obtenir des résultats assez rapidement même. À l'époque, on est sur GPT-3. Mhm. Et puis ben, là, en fait, de commencer à dire qu'on pouvait en faire des choses intéressantes et que ça marchait, j'ai communiqué dessus. Et puis ensuite, j'ai créé Redac Academy. Euh, Mhm. et puis petit à petit, voilà, tout s'est enchaîné. Et je mène une veille hyper active sur l'IA. J'adore tester, j'adore comprendre, démonter, trouver les limites. Je considère qu'il y a jamais, tu utilises jamais mieux un outil que quand tu connais ses limites en fait. Et donc à partir de là, n'importe quelle que soit la solution qu'on va mettre entre les mains, le but du jeu c'est que j'arrive à la péter à un moment ou à un autre. Et quand je l'ai cassé, je sais que je peux aller jusque là et après je vois ce que je peux faire avant ça. Et du coup, bah après, la rencontre avec Vincent Terrazi, grâce à Elliot. Big Alors up déjà, on Vincent. s'était rencontrés, ouais, big up Elliot, mais déjà, on s'était rencontrés avec Vincent en amont Mhm. j'avais produit du contenu pour lui pour une conférence pour le SEO Camp à Paris. Mhm. Et puis en fait, Elliot nous a mis en contact, on a commencé à faire les masterclass du SEO Summit ensemble. Et puis en parallèle, je commençais à lui filer la main sur la partie éditoriale de son outil. Et puis de fil en aiguille, aujourd'hui, ben, j'ai évolué parce que ben, l'IA permet de faire beaucoup de choses au-delà de simplement pisser du texte, comme je dis. Euh, Punchline. et Pardon. je me Oui. suis mis à un petit peu vibe coder, comme dit le terme à la mode. Enfin, voilà, à développer des petites solutions, des petits outils, jusqu'à développer euh, Easy Content Flow et qui continue d'évoluer, auquel j'ajoute des briques petit à petit. Voilà en gros pour le parcours simple web, tout ça. Voilà. Ok, bah en fait, j'aimerais bien qu'on revienne sur un point que tu as dit qui est assez intéressant dans ton parcours entrepreneurial, c'est que 2022, ChatGPT arrive, tu as perdu 2 tiers de tes clients. Ouais. La plupart, enfin, il y en tous les entreprises et tous les rédacteurs indépendants, ils sont tous pris un wagon dans la figure pour reprendre tes expressions. Tout le monde, tu vois. Elliot, tu vois, nous l'avait dit dans un épisode de podcast où bah, il a vraiment vu son carnet de commandes de passer de plusieurs centaines à zéro, et vraiment du jour au lendemain. Genre, tu te lèves un matin, il n'y a plus rien. Donc forcément, tu vois, t'as les chocolats, t'as les patates. Et forcément, à ce moment-là, tu peux te mettre à psychoter, tu peux te mettre à paniquer, te dire mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Voilà, bref, tu peux laisser les émotions t'envahir au point de ne rien faire, en fait, au point d'être paralysé. Toi, c'est intéressant parce que quand tu racontes ton histoire, tu dis ok, le truc il est arrivé, j'ai temporisé, je me suis dit ok, comment je peux faire pour, euh, pour faire de cette chose qui va sans doute tuer mon métier un allié. Mais est-ce que ça a été aussi simple tel que tu le dis avec ton flegme légendaire, on irait en anglais? Ou est-ce que tu as eu aussi un moment de panique, entre guillemets? Et surtout, globalement, comment tu as analysé la chose pour te dire, OK, là, il y a une opportunité et voici comment je vais l'exploiter. Alors, il y a une maxime quoi, que j'aime beaucoup, c'est la peur n'enlève pas le danger. C'est-à-dire que tu peux avoir peur de quelque chose, Mhm. le danger reste là en fait. Tu vois, Mhm. voilà. Donc, tu as deux solutions. C'est ou tu passes à l'action, ou tu restes sur le bord et puis tu regardes passer le train. Et en Mhm. réalité, ouais, non, j'ai flippé oui et non parce que
en fait, je fais de l'édition de site à côté, ne serait-ce que pour tester tout ce que je comprends ou tout ce que j'entrevois ou tout ce que j'imagine. Et donc du coup, je me suis dit, bah écoute, c'est l'occasion de focus sur d'autres projets, sur pousser et tout. Et en fait, l'un m'a amené à l'autre, si tu veux. Le fait d'avoir des sites tests m'a permis de voir si ça marchait, ce que je faisais avec cet outil-là, ChatGPT. Et ça m'a surtout permis de confirmer qu'en réalité, c'est qu'une machine. Et une machine, elle ne fait que ce qu'on lui demande. Et donc, en réalité, derrière, ben, ça a été, ok, je vois que j'y arrive, je vois que ça marche, je vois que ça rank, je vois que ça fait du trafic, je vois que mes sites grossissent. Donc, il n'y a pas moyen, en fait, je vais m'en servir pour mes prestations. Et là, j'ai commencé à parler de rédacteur augmenté. À arrêter de dissocier justement IA et rédacteur. C'est pas antinomique, en fait. Et c'est pas un gros mot, un rédacteur qui utilise l'IA. C'est même, je dirais qu'il n'y a personne mieux qu'un rédacteur web qui peut utiliser un LLM pour produire du contenu à destination du web. Parce qu'il a en tête toutes les contraintes que suppose la rédaction web. Il maîtrise les leviers attendus, que ce soit côté client, que ce soit côté lecteur, que ce soit côté moteur. Donc du coup, comment est-ce qu'il fait pour concentrer tout ça, pour le mettre dans la machine, pour que la machine aille dans ce sens-là. Donc en réalité, la phase de panique, ça n'a pas vraiment été une phase de panique, c'est plus, je te dis, ça s'est vite transformé en action, très très vite. Une question de jours, quoi. En 2 jours, c'était plié le truc. C'était bon, ben, feu, quoi. Attends, Baptiste. Attends. Ouais. 3, 2, 1. Attention les oreilles. Wow. Première pépite. Première grosse pépite. C'est pas juste en fait dans l'expertise pure et dure. Tu dis un truc que je dis tout le temps à mes clients, que ce soit donc moi en tant qu'indépendant ou bien en centre d'ICO Pareto, dans mon programme de formation. T'as peur, c'est normal. Je reprends ton truc. La peur n'enlève pas le danger. Il faut juste passer à l'action et pas se laisser bouffer. Et ça, tu vois, bon, je vais te laisser avancer avec ton parcours après. Mais ça, en fait, ça va te permettre, franchement, sur mon expérience, et je pense que tu vas peut-être confirmer, tu vas éliminer un bon 90% de toutes les choses qui vont t'empêcher d'avancer. T'es passé à l'action, tu sais pas trop ce qui se passe, mais t'as testé des choses, tu vois, t'as testé, jusqu'à ce que tu trouves une nouvelle voie. Et moi, je trouve ça assez inspirant, que tu aies une entreprise ou bien que tu sois simplement freelance. Ouais, moi, je trouve ça assez intéressant et inspirant dans une démarche de développement, soit professionnel ou bien soit personnel. Voilà. Bah, en tant qu'entrepreneur, je pense que tu lèves beaucoup de freins en pensant comme ça, en fait. Ça te permet de... En fait, c'est pas parce que tu perds quelque chose que c'est fini. Au contraire, l'entrepreneuriat, il faut être comme de la pâte à modeler, arriver à encaisser les coups et en même temps à rebondir et en même temps, enfin voilà, c'est éprouvant, hein, parfois d'être entrepreneur. Donc du coup, t'as plusieurs solutions. Encore une fois, mais c'est comme dans la vie au final. C'est où tu prends une position de victime, ou t'es acteur de ta vie. Et moi, j'ai toujours décidé d'être acteur au maximum de ce que je faisais. C'est pour ça que le salariat m'allait pas très très bien. On est d'accord, bah on est pareil, on est construit du même bois. J'étais un peu trop spectateur de ce qui se passait et pour le peu que je faisais. Enfin, bon, ça c'est un long débat. Mais, et résultat des courses, ouais, effectivement, ça te fait passer à l'action. Je pense que perdre cette peur-là, ou ne pas l'avoir même, justement, ça permet de pas se lamenter, de pas déprimer, de pas... C'est compliqué, tu dors pas mieux pour autant. Ah non. Parce que tu te poses des questions. Ah oui. Voilà, t'es tout le temps, tu te remets en question et tout ça, mais tu sais que le matin, quand tu te lèves, tu vas faire un truc. Tu vas pas juste rester devant ton ordi à attendre qu'on te contacte. Tu vas pas exister parfois sur-communiquer maladroitement pour dire j'ai besoin de clients, j'ai besoin de clients. Tu vas pas, enfin ça c'est super important aussi de pas faire transparaître la détresse dans ta communication, tu vois. Ah bah ça, les gens ils veulent le ressentir direct. C'est ça, et du coup, faire
tenter, pousser. On a la chance d'un truc quand même dans le web, c'est que qu'on soit consultant, Mhm. SEO, qu'on soit consultant ou rédacteur, qu'on soit acteur de la chaîne du web, Mhm. on est tous en théorie capables d'avoir un petit WordPress avec un thème tout simple et de pousser, de pousser, de pousser, de pousser. C'est clair. En fait, ça, il faut que ça soit limite, ça fait partie pour moi des prérogatives du créateur, du consultant, du travailleur du web, euh, d'être dans de le faire, un minimum. Mhm. Parce que au moins, tu sais que tu vas pouvoir t'énerver sur tes projets au pire. Et on est tous filous. On est tous filous parce que un projet qui fonctionne pas, bon, ben, au moins ça sert à apprendre. Un projet qui fonctionne, on le monétise. Donc derrière, il y a forcément un gain quelque part, un gain de savoir, un gain de pécunier. Voilà, il y a toujours une porte de sortie pour nous, travailleurs du web. Même On est bien si ça se d'accord. resserre un peu aujourd'hui avec Google. Mais c'est pas grave, ça encore. On trouvera, c'est pas un souci. Mais tout ce que je veux dire, c'est que voilà, on a cette chance-là, à la différence de un maçon qui se retrouve sur le carreau, il va pas monter des murs au milieu de la rue pour faire, en fait, pour s'occuper, pour passer à l'action. Bien Il va sûr. attendre de retrouver un métier de maçon, en Mhm. fait. Mhm. Mhm. Bah, en fait, c'est ça. Nous, on a cette chance-là, en fait. On peut faire plein de trucs. Et donc, il faut, à mon sens, c'est nécessaire. Mais moi, je trouve Et que c'est un c'est super, moi, je trouve que c'est un super mindset. Enfin, déjà, on est à 20 minutes d'enregistrement. C'est un super mindset, en fait. Enfin, je pense que, avant même que tu me dises un petit peu comment tu intègres l'IA dans ce que tu fais, c'est, effectivement, on est dans le web. Il y a plein de choses qui se passent tout le temps. Pour moi, un expert web, un expert 100% qui connaît le web, ça n'existe pas parce que ça va tellement vite et ça va encore de plus en plus vite avec l'IA. Mais en fait, tu peux tellement tester, faire des choses, mais il faut juste être dans un passage à l'action régulier et ne pas se laisser bloquer par la peur, par le temps. ça. Voilà, parce qu'en fait, des excuses, en fait, on en trouvera toujours. Tu vois, enfin, Bah typiquement, oui. moi, je te parle, tu vois, j'ai plein de Pareto qui postulent, qui veulent entrer dans les CEO Pareto et qui me disent, ouais, non, j'ai pas le temps, ouais, non, j'ai pas encore les sous. Ouais, bah écoute, très bien. Continue, parce que dans un an, ce sera pareil, tu vois. Mais oui, oui, effectivement, mais en fait, toujours être dans un mouvement comme ça, et en fait, bah, c'est ça où tu vas, bah, passer de quelqu'un qui a peur à quelqu'un bah, qui a moins peur, et après, bah, petit à petit, bah, devenir un leader dans ton industrie, bah, en fait, bah, comme toi, tu es en train, enfin, c'est pas que tu es en train, c'est que tu l'es devenu, tu vois. Et puis, waouh, sois pas modeste, hein. Sois pas modeste, hein, parce que la masterclass que tu as faite là, au masterclass SEO, on en parlera peut-être un peu plus tard, c'était de la bombe. Mais bon, ça, on en parlera un petit peu plus tard. Donc, bref, enfin, revenons un petit peu, voilà, sur ce que tu disais. Donc, tu as testé des choses, donc t'étais bon, l'IA est arrivé. En tant que rédacteur, tu avais moins de commandes, tu t'es dit bon ok, au bout de 2 jours tu commences à tester des choses. Et après voilà, quelle était la suite de ces tests? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à ce que tu te dises ok en fait l'IA est mon copain et pas mon ennemi? C'est ça, bah, en fait, pas très compliqué, hein. Mm. Sur la page sur ma page de vente de Redac Academy, il y a Mhm. une capture d'un analytics avec une courbe. Mhm. Et en fait, cette capture-là, c'est ce qui s'est passé pendant cette période-là. J'ai pris un site et je l'ai fait passer je sais pas, de 10 visites par jour, un site de cuisine de 10 visites par jour, à 3000 visites par jour. Pas Et mal. qu'avec du contenu ChatGPT. Qu'avec du contenu IA. Ok. Sauf que c'est pas. Alors voilà, toujours pareil. Quand on dit contenu ChatGPT, tu vois, il y a une espèce d'aspect péjoratif Mhm. sur le truc. Alors que moi, j'ai plus envie de dire du contenu rédigé, généré à l'aide de ChatGPT. Mhm. Et, euh, et en fait, quand j'ai vu ces résultats-là, je me suis dit, mais attends, sur cette verticale où c'est quand même un peu la guerre du display, il y a beaucoup de monde qui veut y être parce que il y a beaucoup de trafic et il y a de l'argent à aller chercher. Mhm. Si ça passe là, ça doit passer sur d'autres thématiques. Et du coup, je suis parti sur d'autres thématiques. J'ai lancé un site de devis, j'ai lancé un site de trucs. Et tous ont commencé à apprendre très très vite parce que bah, Mhm. j'avais la force de frappe d'une équipe en fait. J'étais devenu une bande de rédacteurs à moi tout seul. Mhm. Et à partir de là, quand j'ai vu que ça prenait, que ça accrochait, que ça tenait, que j'allais même chercher des positions pour des petits sites comme j'avais, qui étaient
Ah, c'est costaud, où il y avait des sous au bout, quoi, tu vois, tous les jours, un peu de sous, un peu, un peu, un peu. Là, je me suis dit, bon, bah, maintenant, je peux sortir du bois, je pense, et commencer à discuter. Hum. À cette époque-là, je suis en contact avec Abdel Webseller. Big up Adèle, si tu nous Ouais, entends. big up. Et lui m'a dit, mais arrête de dire que t'es rédacteur, t'es bien plus que ça, en fait. Et bon, moi, je suis, voilà, j'ai du mal à parler de moi. Enfin, je mets pas d'ego dans ce que je fais, du coup, j'ai du Mhm. mal à me mettre en avant d'un point de vue compétence, tu vois. Je peux parler de ce que tu veux. Par contre, dire ça, je suis ça, non, c'est pas mon truc. Est-ce que tu Et connais Istio Pareto? ouais, un tout petit peu de non, quoi. Non, je rigole, vas-y, continue. Et en fait, Abdel m'a dit, non, écoute, mec, là, ce que tu es en train de me donner, on échange beaucoup avec Abdel. Hum, Et je lui ai montré des tricks, des trucs vraiment qui, pour l'époque, étaient. Je pense que j'étais un peu en avance, quoi, comparé à. Parce qu'il passait beaucoup de temps dessus. Il m'a fait passer dans sa formation, je me suis éclaté. Il m'a mhm, dit, mais mec, moi, tu une formation, en fait. Je veux bien, mais on fait comment? hum, Et puis, ben voilà, après, c'est parti. Et là, je suis passé à lancer la formation. Et mhm, la formation, en fait, m'a permis de réasseoir ma légitimité de rédacteur web qui sait ce qu'il fait. Et là, j'ai hum. commencé à réavoir des nouveaux clients et avec des challenges plus intéressants même. Plus gros, plus costauds, avec sur des verticales compliquées, tu vois, et où il y a de l'analyse, il y a vraiment pas juste pisser du texte. Et donc là, c'est reparti comme ça, en fait. Et si tu veux, aujourd'hui, hier, j'en parlais, hier, j'étais en formation, je formais du monde et je pense que j'en suis à environ 400 personnes formées Mhm. euh, en direct, sans compter les groupes et tout ça. Et en réalité, je ne l'ai même pas senti passer dans le sens où, effectivement, pour moi, c'est devenu normal de transmettre, de partager. Et jusqu'à hier, tu vois, même hier, quand on s'est pointé en formation, je me suis dit, il m'avait demandé 4 heures de formation. Je me suis dit, en 1 heure et demie, c'est plié, je vais tout leur avoir dit. Il y a tellement de ressources aujourd'hui. En fait, on y a passé 4 heures. Et je suis toujours fasciné, moi, du fait que je me dis, putain, mais ouais, ouais, en fait, on y a passé 4 heures à nouveau. Effectivement, ça a été interactif jusqu'au bout, on est allé jusqu'au bout. Mhm. Et c'est face aux gens que je me rends compte qu'en fait, je suis un peu cinglé, je pense, dans le jusqu'au boutisme. Dans Bah, c'est le, ça en fait. le petit Hum. truc en plus, la nuance, le petit tips, le petit truc que je suis allé gratter, que j'ai cumulé, et qui au fur et à mesure est rangé là-dedans, de façon naturelle. Et j'ai l'impression que tout le monde y a accès aujourd'hui via le web, mais tout le monde n'a pas le temps de pratiquer non plus à fond, à fond, à fond. Bah, c'est Et ça en donc, fait. C'est ça en fait. Toi, en fait, au côté juste comboutiste, elle est là ta valeur. Tu vois, clairement, parce que, voilà, enfin, ceux qui forment, que ce soit des indépendants, bien que ce soit des équipes dans une entreprise, ils ont d'autres challenges, en fait, à gérer. Et c'est toi, ça. tu t'es dit, écoute, enfin, le jour, tu me disais que toi, tu bosses de 6 heures à 18 heures tous les jours. Tu vois? Donc, la moitié de ta journée, tu fais des choses que personne ne fait. Alors, certes, la ressource, elle est là, mais toi, en fait, t'es le seul à le faire. Ah, bah, forcément. Ça, je sais pas, mais en tout cas, j'ai le loisir de pouvoir le faire, ou alors du moins, je fais en sorte de pouvoir Mm, le faire. Et effectivement, ça nourrit mm. ensuite beaucoup mon côté pro, mon côté consultant, mon côté formateur, parce que bah, l'expérience fait que euh, j'acquiers beaucoup plus rapidement et quotidiennement, en fait, vraiment. Mais tu vois, en fait, là, ce que tu dis, c'est hyper intéressant et c'est hyper important. En tout cas, quand on est dans un projet entrepreneurial, euh, je me retrouve pas mal dans ce que tu dis parce que moi-même, en fait, mes projets pro, j'ai commencé à avoir de beaux projets pro. Enfin, quand je dis de beaux projets pro, c'est des meilleurs clients, une meilleure exposition, donc en conférence, sur les podcasts, sur YouTube, et même une renommée internationale en développant un projet side à côté de ce que je faisais. En fait, c'est là où tu te rends compte que quand tu fais un side qui te plaît, enfin toi c'était aller craquer des LLM, moi j'adore former des gens, tu vois, je kiffe ça, tu vois, enfin j'ai ce don, enfin je sais pas comment, comment dire, enfin je sais pas comment on va appeler ça, mais j'aime trop ça, j'ai poussé un truc à côté, de base c'était pour moi, donc SEO Pareto,
Après, bah, j'ai commencé en fait à l'industrialiser, mais j'ai jamais eu autant. En fait, ça a été un cheat code pour me permettre d'aller taper plus haut dans ce que je fais. Mhm. Tu vois. C'est ça. Donc là, ce que je te propose, c'est que on fasse le moins 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 ensemble. Dans 3, 2, 1. Ah, c'est bon, ça. Je suis en train de sortir Baptiste de son flegme. Donc, deuxième pépite, avant même qu'on rentre dans l'IA, si vous voulez en fait faire un gros step-up dans votre carrière, je reprends les mots de Baptiste qui dit « J'étais devenu une bande rédacteur à moi tout seul et ça m'a ouvert des portes que je n'avais pas ouvert avant, l'IA. » Donc, si vous voulez en fait faire un gros step-up dans votre carrière ou bien un gros step-up dans votre activité, lancez un side, faites des choses que personne ne fait et avec l'effet cumulé du temps, bah vous serez numéro 1 dans ce que vous faites. C'est indéniable. En fait, c'est pas et si ça va marcher, non, c'est une promesse. Il faut juste en fait, il faut juste être régulier encore. Et au bout d'un moment, en connaissant la bonne personne, mais en fait, bah, ton travail va être reconnu. Et qui sait, tu seras au Parc des Princes en train de donner une conférence comme Baptiste, comme moi. En train de soulever la Ligue des Champions. Bon, bah Baptiste, c'est cool. Bah justement, avant qu'on passe à la partie purement IA pour la rédaction web, t'as dit, enfin, j'aimerais bien que tu reviennes sur un truc que t'as dit, que j'ai dit juste avant. J'étais devenu une bande de rédacteurs à moi tout seul quand tu as lancé donc quand tu as lancé tes projets. Donc là, est-ce que tu confirmes que l'IA, toi, en tant que rédacteur qui sait concrètement comment écrire, est-ce que l'IA t'a permis de fournir plus et d'avoir plus de résultats en un minimum de temps en étant tout seul? Bah ouais, en fait, les chiffres parlent d'eux-mêmes de toute façon. En fait, à l'époque, en tant que rédacteur classique, j'étais limité à 6000 mots par jour de production. C'est déjà pas mal, tu vois, sur un truc régulier. Ça correspond à une douzaine de pages Word pleines, tu vois, prêtes à livrer, relues, enfin tout ce que tu veux, optimiser, tout ça. Et avec l'IA, en fait, aujourd'hui, ma capacité s'arrête là où ma capacité de relecture et de correction s'arrête. Parce que j'arrive à produire aujourd'hui, j'ai pas de limite, mais en soi, j'arrive à relire entre 30 et 40 000 mots max dans la journée. Après, j'ai le cerveau qui fume et qui dégouline. Mais 40 000 mots, pensez à un truc, c'est qu'en moyenne, un roman, c'est 50 000 mots, quoi. Ok, donc un livre par jour, quoi. C'est ça. Donc, quand vraiment je suis en phase de prod, ma limite, c'est ma capacité de relecture. Et donc, effectivement, t'imagines la force de frappe que tu as, même si tu es tout seul, à arriver à produire 5-6 fois plus que tout seul par jour. Ben, en réalité, tu décides, tu arrives à les faire grimper ou grossir assez vite, pour peu que tu maîtrises bien l'aspect stratégique derrière, que tout soit fait en conscience et pas juste je tape dans tous les sens. J'ai cette phrase-là, moi, et je le dis des fois à mes clients, ça les vexe un peu. Je leur dis, vous êtes des cow-boys, moi je suis un sniper. Juste à dire, vous avez un flingue dans chaque main, vous tirez dans tous les sens et de temps en temps, il y a une balle qui touche son objectif. Moi, je mets une balle dans la culasse, je ferme, je tire, je shoot. Voilà. Et en fait, si tu répètes ça sur tous les contenus que tu produis, effectivement, tu as des sites, des projets qui rapidement peuvent prendre de l'ampleur, de la place, ranker, et donc du coup, potentiellement, derrière, te rapporter ou de la visibilité ou de l'argent. Ou les deux. Ou les deux. Bah oui, les deux, c'est sympa. Oui. Non, l'un est la conséquence de l'autre. Mais voilà, c'est assez fou en termes de productivité. Pour l'anecdote, Abdel avait donné une conférence, au Black and White SEO de Julien Jiménez au stade de Lyon. Et Abdel, dans toute sa splendeur, Abdel, il travaille toujours au dernier moment. Alors, je me moque de lui, mais je suis un peu comme lui. Pour des présentations, je les fais souvent à la dernière minute ou 2 jours avant. Sauf que là, il avait un cas d'étude à présenter. Et son cas d'étude, c'était expliquer comment tu pouvais relancer un expiré, même s'il avait été chinoisé. Et il avait besoin de contenu pour chacun des sites qu'il relançait. Donc, il n'a pas relancé l'ancien contenu dessus, il lui fallait du nouveau contenu. Et donc là, il m'a appelé, il me dit « Hey Bibi, ouais, je relance
je relance 20 sites, là, il me faudrait du contenu pour les 20 sites. Et là, je suis monté en production, en 2 jours, je suis monté à 50 000 mots par jour. En 2 jours, tu Et à vois. l'époque, c'était Ok. avec Jarvis. Ok, donc 50 000 mots que tu as écrit par tes mains. Non, 50 000 mots avec Jarvis, justement, Ok. parce que j'avais chopé je, l'a- euh, je l'avais enseigné ça dans une petite formation. Jarvis, en fait, si tu étais malin à l'époque, Hmm. il y avait une fenêtre de contexte sur le côté. Et cette fenêtre de contexte, en fait, chaque fois que j'attaquais un paragraphe, j'allais chercher ce que Google mettait en P0. Résultat des courses, en Hmm. fait, le paragraphe que j'avais, il était taillé sur mesure pour répondre pile poil à l'intention, dans le sens de ce que Google aime et en étant utile aux utilisateurs. Mhm, Et mhm. donc, quand tu avais trouvé la mécanique du truc, tu pouvais produire assez vite, quoi. Tu vois, tu pouvais produire des articles de 800 000 mots je sais pas, en 20 minutes, tu vois, des trucs comme ça. Mhm. Donc, si tu calcules sur une journée de production complète, bah, à la fin, tu arrives quasiment à 50 000 mots dans la journée. Et donc, j'avais tout fait en 2 jours, quoi, pour ces 20 sites. Et il est arrivé à sa conf avec ses chiffres, du coup, tout ça. Mais tout le contenu des 20 sites avait été produit en 2 jours, tout seul. Putain, vous êtes des grands malades, hein. Vous êtes des grands malades. Et donc, du coup, il a pu avoir ses résultats, ses chiffres et tout. Ouais, ouais, carrément. Bah, en fait, ce qu'il y avait de rigolo même, c'est qu'il en a gardé des sites pendant un moment qui étaient positionnés, quoi, sur les requêtes visées. Propre. Propre, propre, propre. Donc ça, l'un validait l'autre, si tu veux, mon contenu rankait, mais sa technique fonctionnait pour faire revenir un site chinoisé. Et Hmm. l'un dans l'autre, ben, on s'y retrouvait. Putain, well done, well done. Avant de poursuivre sur la partie plus IA, IA, mais concrètement dans ton appliqué à ce que tu fais. Encore, je tiens juste à faire un big up à LWS, donc qui sponsorise cet épisode. Pareil, le petit lien en description. De toute façon, là, pendant le podcast, vous allez voir la petite. Normalement, si je le fais bien, la petite bande qui est juste là. Je vais laisser mon monteur en post-prod pour vous, voilà, pour vous montrer. Donc voilà, le petit lien en description si vous voulez tester. Maintenant, on a compris un petit peu le mindset que tu as, comment, d'où t'es parti, ce que tu as fait, qu'est-ce qui t'a permis d'être là, et surtout, bah, comment tu as utilisé l'IA pour être un rédacteur augmenté et pour avoir la légitimité que tu as aujourd'hui. Euh, J'aimerais savoir, toi, nous, en fait, enfin, moi, en tant que client, en tant que consultant, j'ai beaucoup de clients qui me disent, moi, je veux pas du contenu IA, tu vois. Alors que là, qu'on se le dise, aujourd'hui, en 2025, ceux qui rédigent du contenu sur IA, enfin, je ne sais pas si ça existe toujours, mais pour moi, ça devrait être une constante dans ce qu'on fait. Quels sont, selon toi, toi, en tant que rédacteur, quel est ou bien quels sont les mindsets qu'on doit avoir, le mindset qu'on doit avoir, ou bien les points de vigilance qu'on doit avoir lorsqu'on fait du contenu IA qui est bah, déjà d'une qui est Google friendly et de deux surtout bah, qui est user friendly. Ben, rien de plus que quand tu fais de la rédaction web et que tu le fais de façon appliquée, tout ça, c'est juste arriver à enfermer le cahier des charges que suppose la rédaction web Mhm, dans ta façon de travailler. mhm, Concrètement, il y a un truc dont peu de monde parle en réalité et que je défends très fort, moi. mhm. Euh, faut se dire que dans l'univers de Ok. l'écriture web, ça reste un des exercices les plus difficiles qui soit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu vas écrire au nom de quelqu'un, ton Mhm, client, pour quelqu'un, ton mhm, buyer persona ou tes lecteurs, sous la contrainte d'un algorithme mhm. qui va classer le contenu. Si tu ne mets pas ce qu'il faut dedans, il y a peu de chances que le contenu apparaisse. Et le tout en mesurant. Parce que ça, c'est une phrase que j'ai empruntée à Sylvain Perronnet, on ne peut améliorer ou optimiser que ce qu'on peut mesurer. Exactement. Donc, résultat des courses, tu te retrouves avec tout un tas de contraintes dont il faut t'acquitter. Mhm, Et le but du jeu, c'est de voir comment est-ce que ces contraintes-là, tu arrives à les verbaliser, les formaliser et en faire quelque chose qui permet d'arriver exactement là où tu veux. Théoriquement, quand tu es bon rédacteur web, tu sais où tu veux arriver. mhm, Tu as déjà en tête le rendu. Le plus laborieux, c'est de le mettre en forme, en fait. mhm, mhm. C'est ça le plus compliqué. Et donc, résultat des courses, derrière, bah, l'idée, c'est de comprendre comment on fait ça, comment est-ce qu'on verbalise ça, comment est-ce qu'on matérialise ça pour pousser avec l'IA. Et donc, ça veut dire
tout ce que j'ai dit, il faut arriver à le mettre dans le cahier des charges, on va dire, du contenu obtenu, à savoir pour qui on écrit, au nom de qui, s'occuper de tout ce qui est technique, à savoir, j'appelle ça technique, mais à savoir la structure même du contenu, le balisage à chaîne, etc., la structure, le plan que tu vas définir pour la requête, comprendre alors l'intention. Là, l'intention, c'est un peu particulier, on pourra en faire un podcast en entier. Moi, je suis pas d'accord avec tout le monde sur l'intention, mais vraiment pas du tout, parce que tout le monde te dit oui, mais l'intention de recherche, oui, mais en fait, si tu es bon, tu la comprends de suite, l'intention de recherche, en fait. Je me pose jamais de questions, moi, sur l'intention de recherche, en fait. La vérité est à l'écran, en réalité. Donc, dès que la vérité est à l'écran, il faut ouvrir les mirettes et puis la comprendre. Il y a Laurent Bourrelli qui me disait sentir la serpe sur un mot-clé que tu veux... Renifler la serpe, ouais, te dis. Voilà. C'était renifler ? Renifler, il dit. Attends, renifler, ça fait un peu... tu vois, ça... Ouais. Ouais, mais il appelle ça renifler la serpe. Et en réalité, oui, c'est ça. Et en fait, toujours pareil, plus t'en fais, plus c'est facile. Donc en réalité, tu t'ouvres une page et tu vois de suite, quoi, tu vois. Je pense qu'on regarde pas. Toi, tu regardes pas une page comme moi je la regarde. On regarde pas une page comme les lecteurs la regardent. On regarde pas une page comme nos clients la regardent. Tu vois, eux, ils la regardent sous leur prisme avec la retenue. Est-ce que ça, c'est moi? Est-ce que c'est bien moi? Est-ce que ça parle pas? L'optimisation sémantique, à la limite, eux, ils s'en foutent. Moi, ce que je vois en premier, c'est une structure, des patterns. Je fais une photo de l'ensemble, je vois un squelette qui se dessine, l'intention, elle est logique, les verbes qui sont utilisés, le tutoiement, le vouvoiement, tout ça, enfin voilà, tout ça, quoi. Et toi, tu vois, est-ce que c'est cohérent par rapport à toute la stratégie d'édito? Est-ce que ça s'inscrit vraiment dans tout ce qu'on a planifié? Enfin voilà, tu vois, personne ne regarde une page. Pour autant, tout le monde juge les pages. Tout le monde te dit, ouais, ce contenu, je pense que, moi je m'en fous en fait. Si t'as pas un vrai argument en face à m'avancer, ça marche pas. Pour moi, je t'écoute même pas. Le je pense, il a aucune place. C'est là il y a un problème, là il y a un problème parce que ça, là il y a un problème parce que ça, là il y a un problème parce que ça, là d'accord. Mais si c'est juste je pense, ça passe pas. Et donc il y a très peu d'intuition là-dedans en réalité. Il y a beaucoup de mécanique. Et après, quand tu es rédacteur, le but du jeu, c'est aussi d'apporter le petit truc en plus. Le petit truc que les autres n'ont pas donné, le petit truc. Donc, soit tu travailles sur une verticale que tu maîtrises parfaitement, à savoir ton ancien métier, à savoir ta passion, à savoir voilà, tout ce que tu maîtrises sur le bout des doigts. Ou alors, tu es un grand curieux et tu t'y jettes à corps perdu dedans et tu bouffes tout ce que tu peux comme ressources sur le sujet. Et là, ensuite, tu te permets d'avancer. Mais en réalité, l'expertise thématique, elle est nécessaire, mais l'expertise métier, elle est plus que nécessaire. C'est elle qui te permet d'avancer, quoi. Mais tu vois, typiquement, enfin, tu rejoins un truc que moi, en fait, j'ai intégré dans mes process avant même que enfin, je sais que c'est important, mais là, je vois que c'est plus important de la part d'un rédacteur, parce que je suis pas rédacteur de base. Connaître le business de son client. C'est la base. Tu vois, ouais, mais c'est la base, mais en fait, mais pas pour tout le monde, hein. Pas pour tout le monde, tu vois. Mais en fait, connaître son business, connaître son persona, connaître sa mission, connaître sa vision, connaître ses tarifs, pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre, et tout. Mais en fait, et en fait, une fois que tu as cette base-là, là, tu peux créer du contenu qui ressemble en fait à ton client. Et là, bah, forcément, bah, elle te bagarrer te bagarrer entre guillemets sur les cercles. Mais tu sais, en fait, j'en ai fait une vidéo, sur ma chaîne. D'ailleurs, monteur, si t'es là, n'hésite pas en fait à mettre la petite miniature qui va bien. En fait, quand j'écris un contenu, moi, je me cache pas du tout que j'écris du contenu avec l'IA. Franchement, je me cache absolument pas. Mais comme tu dis toi, enfin, moi, je ne pisse pas du texte. Je prends vraiment le temps de faire un truc quali. Mais par contre, franchement, allez, la réalisation de contenu, ça va peut-être prendre 20-30% de mon temps, mais 70% c'est discuter avec mon client pour le connaître mieux en fait, pour derrière créer du contenu, parce que la plupart de dans la plupart des choses que j'entends, c'est ok, je crée du SEO pour ranker. En fait, ranker c'est la première étape. Bravo, t'as ranké, mais après une fois que tu rankes, deuxième étape, il faut convertir.
Yo, juste 10 secondes chrono pour te demander de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et de t'abonner à la chaîne YouTube. C'est hyper important pour transmettre le message de la liberté et la prospérité grâce à Biscard Podcast. Voilà, maintenant, continue ton épisode. Tu vois? C'est ça. Moi, j'ai toujours dit que j'étais rédacteur héroïste. Ah bah voilà. En fait. Héroïste dans le sens où, tu vois, sur des missions, des fois, on me dit ouais, mais cette page, elle a perdu des positions, cette page, elle a perdu des positions. Combien elle te rapporte de base? Est-ce que tu as une offre qui est alignée avec ça? Est-ce que. Ah non, bon, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas grave qu'elle glisse. Par contre, celle-là, t'as vu? Elle a perdu 2 positions. Là, il faut faire quelque chose, machin. Et là, voilà. C'est regarder au bon endroit. Et de toute façon, le business, c'est Pareto. C'est les 20% de tes pages qui rend que le mieux, qui t'amènent 80% de ton business. Mais c'est vrai. Alors, pour ceux qui nous écoutent, sachez que je viens de faire un cœur à Baptiste, mais par contre, je l'ai pas payé pour qu'il sorte cette phrase. Voilà, il a bien raison. C'est vrai. Et du coup, c'est regarder au bon endroit, poser tu vois, et pareil, les KPI, tu vois, pour moi, le trafic, c'est pas un KPI, tu vois. Un KPI. C'est pas en soi, ça veut tout dire et rien dire. C'est le premier truc que tu vois quand tu ouvres le moteur, tu vois. Mais derrière, en fait, c'est la segmentation, qu'est-ce qui pousse où, combien de leads, combien d'argent, combien de trucs, où, comment. Et là, derrière, tu arrives à devenir héroïste. Mais avant ça, tu t'avances un peu à l'aveugle, en fait. Et avancer par principe, c'est toujours nul. Mais tu sais, c'est exactement ce que je disais dans ma conférence au ICO Summit, là. J'ai passé 80% de mon temps à choisir le titre qui va faire qu'il y aura des gens. Tu vois, j'ai dit 80% du ICO ne sert à rien. Et en fait, dans ma conf, ce que je montrais, c'est que, je montrais en fait des cas clients où typiquement, je montrais en fait à quel point mes courbes ne sont pas sexy du tout. Mais vraiment, tu vois, franchement, mes courbes sur console, mes courbes sur les outils, elles sont dégueulasses, tu vois. C'est pas des courbes exponentielles, mais c'est des courbes qui amènent de l'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme tu dis, on va les voir, on va les cibler, ce qui fonctionne en termes de lead, des chiffres d'affaires que ça ramène, et on travaille sur ça. J'ai eu plein de clients qui ont perdu des positions sur les mots-clés qui faisaient beaucoup de trafic. Ils me disaient ah Bilkir, j'ai perdu du trafic, j'ai perdu des positions. On s'en fout. Mais par contre, tu vois le petit mot-clé là-bas de merde là, tu vois, que tu calcules pas, bah ça travaille-le. C'est ça qui va te revenir du cash. Ah Bilkir, ça fonctionne. Ah bon. Bah pardon, désolé de bien faire mon taf, pardon. Non, mais clairement, et c'est tout ça qu'il faut avoir en tête aussi, quoi. Non mais ok, bah écoute, déjà si c'est un rédacteur qui le dit, c'est que on continue là-dessus. Ok, bah écoute, franchement c'est top. Merci Baptiste, on est plutôt pas mal. Donc tu nous as dit un petit peu le mindset à avoir quand on rédige du contenu. Donc là, comme ça, pour résumer un petit peu, c'est connaître son client, voir quelles sont les pages qui amènent du trafic, voir les bons KPI qui sont pas spécialement le trafic, nurturer ça et y aller à fond. Je pense qu'on est plutôt bon. Ah ouais, c'est ça. Nickel, parfait. Maintenant, tu nous as dit un petit peu comment tu t'es reconverti, comment tu es devenu antifragile maintenant, comment tu es maintenant de plus en plus reconnu par la communauté, le message qu'il faut avoir à créer du contenu. Maintenant, rentrons un petit peu plus dans les détails de toi, comment tu fais pour créer ton contenu. Déjà, toi, quels sont les IA que tu utilises lorsque tu fais de la création de contenu, que ce soit un article de 500 pages ou bien un article de 5000 pages, de 5000 mots. Je sais pas si ça existe d'ailleurs, des articles de 5000 mots. Bref. Si. Ça existe? Ok, d'accord. Bon, voilà. Bah, concrètement, toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu utilises? Quels sont les IA que tu préfères? Voilà. Qu'est-ce que tu nous conseillerais? Alors là, je vais arrêter de dire le mot IA. Je vais te parler de LLM. Ok. LLM parce que Large Language Model. Et en fait, moi je me prête au jeu de dire IA comme tout le monde, mais en réalité, je déteste ce mot-là. L'intelligence, elle est de ce côté du clavier, l'artificiel, il est de l'autre côté de l'écran. Punchline. Et du coup, l'intelligence, c'est ça qui va compter. Aujourd'hui, l'outil que j'utilise le plus, clairement, c'est Anthropic. Ok. Pour la production de contenu, c'est vraiment Anthropic. Anthropic, ok. Claude, ouais. Claude. Ouais, Claude d'Anthropic. Anthropic, ok, d'accord. Ok, je ne savais même pas que... Gemini de Google, ChatGPT d'OpenAI. Ok, je ne savais même pas que la boîte s'appelait Anthropic derrière. Bah merci, je viens d'apprendre un truc en direct live.
Et c'est Claude, ouais, Sonnet 4 que j'utilise le plus pour le contenu. Donc toi, Sonnet 4. Ouais, Ok. Sonnet 4. Ok, ok. Et pourquoi pas le Euh, 4.5? Pardon. Parce que 4.5 est moins bon pour le contenu. Ok, d'accord. 4.5, il est intéressant pour du dev, de l'analyse, de l'idéation, tout ce genre de trucs-là. Ok. Mais pour du contenu, je préfère largement Sonnet 4. Ok, d'accord, ok. Très bien. Et le résultat est vraiment très cool. Et d'ailleurs, c'est du contenu anthropomorphe, c'est-à-dire que c'est très difficile de discerner si c'est un humain qui l'a écrit ou si c'est un LLM. Alors attention, Et c'est ça Baptiste. qui m'intéresse. Avant que tu ailles plus loin, on va refaire le moins 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 ensemble. T'es prêt? 3, Vas-y. 2, 1. Lorsqu'on rédige du contenu pour les LLM et pas pour l'IA, Avec LLM, ouais. avec un LLM, euh, notre cher Baptiste, qui je rappelle est un rédacteur augmenté, conférencier, international, qui est appelé dans toutes les meilleures formations ici de France, nous conseille d'utiliser Claude 4.0 et pas enfin Sonnet 4.0 et pas Sonnet 4.5 ou bien Sonnet 3. Je sais pas combien. Donc Sonnet 4.0. Voilà, merci. Après c'est question de goût, mais sincèrement, en one shot, c'est celui qui te permet d'avoir le meilleur contenu. Ok, ça marche. Je peux mettre du monde au défi de repérer si c'est humain ou si c'est LLM très facilement. Enfin, juste en le disant, c'est quasiment impossible. Très bien. Ok, bah écoute, merci. Merci beaucoup. Enfin, je te dis merci parce que moi, je vais passer à l'action. Ceux qui nous écoutent pas trop. Et moi, sache que c'est un conseil qui n'est pas tombé dans la sourd. Voilà. Toi-même, tu sais ce que je dis parce qu'on on en a longuement parlé avant l'épisode. Ouais, en réalité, celui que j'utilise le plus, j'ai beaucoup utilisé pendant un temps GPT-4o, Mhm. qui est à mon sens encore la meilleure solution chez OpenAI Mhm. pour du contenu. GPT-5, j'aime pas trop sa façon de produire du contenu. Et Gemini, c'est trop encore robotique. Il faut beaucoup de repasses pour arriver ou d'itération derrière pour arriver à obtenir quelque chose d'assez fluide et qui fasse le job. Ou alors, si, pour rédiger par exemple du tuto ou de la fiche technique, là, pourquoi pas. Mhm. Parce que c'est rigide. Là où Claude Sonnet 4 est vraiment génial. Enfin, moi, j'adore. Ok, Des donc, ok. tournures de phrases, de la fluidité, euh, peu de footprint, très très peu de footprint, vraiment un côté anthropomorphe. Ok, ça marche, ok. Donc, Sonnet 4. Tu regardes là, je le dis à à mon dev, c'est bon. Voilà, on dirait que là, je suis passé à l'action. Voilà, comme ça, la première fois que vous l'aurez vu serait sur Biscard Podcast. Ok. D'ailleurs, Easy Content Flow tourne sur la génération de contenu sur Sonnet 4. On va parler d'ici côté le flux juste après. C'est mon podcast, d'accord? Non, je rigole. Non, mais pour dire, enfin, voilà, c'est mon bébé, et tu vois, c'est Sonnet 4 derrière. Bah justement, ouais, bah tu vas nous faire une petite démo après pour voir un Ah petit peu ouais. comment ça fonctionne, mais bon voilà. Ok, donc du coup, toi, tu conseilles Sonnet 4, Sonnet 4.0. Est-ce que il y a des manières, enfin, est-ce qu'il y a certaines manières de prompter ou bien certaines manières, tu vois, de l'utiliser afin d'en ressortir le nectar, ces fameux 20% qui font la différence? Ouais, en fait, c'est pas juste lié à la méthode, à la façon d'utiliser l'outil que tu vas arriver à avoir ces 20 petits pourcents de plus. Hmm. C'est plus lié à tes sources. Voilà. Hmm. Faut être futé. Euh, Vraiment. Les forums sont vos amis. Euh, Moi, je passe du temps sur les forums, même juste en tant que spectateur, pour comprendre des fois des thématiques. Tu vois, j'ai écrit sur la maternité, par exemple. Je suis pas papa et je devais me faire passer pour une femme. Donc, au bout d'un moment, enfin, tu vois, c'est compliqué si t'as pas les billes. Hmm. Et j'ai passé beaucoup de temps sur les forums à Hmm. comprendre comment. Hmm.
qu'est-ce qui les faisait souffrir, qu'est-ce qui était compliqué, qu'est-ce qui au contraire était des petites joies du quotidien, comment est-ce qu'on trouve la solution à tel truc, comment est-ce qu'on trouve la solution à tel truc. Et en fait, ça te file beaucoup de billes derrière pour enrichir ce que tu es en train de dire ou valider ton discours. Reddit, même combat, regarder les gens s'écharper sur des sujets, c'est marrant de voir la passion qu'ils y mettent et de comprendre en fait ce qu'il y a dans les deux camps qui fait que y a sujet à débattre, tu vois. Donc toi, tu fais partie de ces gens, quand il y a des bagarres sur les réseaux, toi, tu te poses avec ton popcorn, tu dis, intéressant ce qu'ils disent. Continuez, vous foutre sur la gueule. Moi, vous me donnez des billes. C'est ça. Tous les arguments, en fait, moi, m'intéressent derrière, tu vois, comprendre, en fait. Il y a un truc qui est hyper important, en fait, je pense, quand tu es rédacteur ou quand tu es dans la production de contenu. C'est être capable d'incarner le lecteur que tu es en train de servir. Je le dis souvent en formation, dans votre entourage, vous avez tous les types de personas qui existent. Tous. Vous avez mamie qui galère avec son PC et qui t'appelle pour réparer l'imprimante et qui n'est pas à l'aise avec Internet, elle ne sait pas où cliquer, c'est quoi une fenêtre. Vous avez la jeune maman qui est en train de galérer parce que son gosse, il est comme ci, comme ça. Vous avez le salarié aigri, au contraire le salarié épanoui, au contraire l'entrepreneur qui cherche à foncer. Et tous ces gens-là, il faut vous en nourrir en fait pour savoir à qui vous êtes en train de parler. Quand vous écrivez et que vous avez votre buyer persona face à vous, en fait, vous savez que ça va conditionner votre discours. Vous n'allez pas parler à Jean-Michel, réparateur de voitures, qu'à Tata Suzette. En fait, une des clés, elle est là, en fait. C'est, est-ce que je suis vraiment en train de parler à ma cible? Est-ce que ce que j'ai obtenu, ça parle à mon lectorat? Ça, c'est hyper important, en fait. C'est le truc à ne jamais perdre de vue. Oui, il y a Google dans la boucle, oui, tu es jugé derrière, mais ça, c'est rien, en fait. C'est juste la brique structurelle, la brique mécanique de la... Ça, c'est facile. C'est le plus facile, on va dire. Mais, voilà, toujours garder ça en tête. Et donc là, aller te nourrir sur les forums, c'est important. Mais du coup, toi, est-ce que tu briefes tu briefes sur Claude et sur enfin, je repose la question. Est-ce que tu utilises deux LLM différents pour briefer et créer du contenu, mais est-ce que tu fais tout sur le même LLM? Tout sur le même LLM. Ok. En fait, intéressant. À l'époque, je vais prendre la main sur l'écran si tu me permets. Non, vas-y, permets-toi, tu peux. Screen. Ouais, tout mon écran. Ouais, tu fais share screen. Voilà, ça c'est un prompt comme à l'époque. Tout ce que je souligne là, c'est le prompt. C'est un prompt chargé, c'est ça. En fait, tu as une structure de prompt initiale et après, tu as ce avec quoi tu le charges. Hop là. Ça, c'est à l'ancienne. Et en réalité, ça donnait des résultats intéressants. Mais aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus loin. Mais beaucoup, beaucoup plus loin en fait. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. Là, vous allez voir, il va nous faire le contenu attendu. On va même pouvoir s'amuser à regarder, vous allez voir à la fin. Parce que ça, c'est un peu juge de paix quand même en termes de est-ce qu'il s'est affranchi des contraintes LLM, des contraintes SEO ou pas. Hop là. Et au moins, on sera prêt. Mais ça, c'est à l'ancienne pour moi. Moi, je fais plus de prompts comme ça en réalité. Moi, je passe du temps à échanger avec le LLM avec lequel je travaille. Dans un premier temps, en fait, je lui explique l'objectif que j'ai. Je vais commencer à lui donner des sources pour qu'il commence à les analyser sous l'angle que je recherche moi. À partir de là, je veux surtout pas qu'il me réponde. Je lui dis, dis-moi OK. Donc il dit OK, il dit OK, il dit OK. Quand il a emmagasiné pas mal d'analyses de sources, je lui explique exactement où je veux aller, ce que je veux faire. Et ensuite, je lui donne mon cahier des charges. Donc le cahier des charges, c'est les keywords du Text Guru, c'est le buyer persona, c'est le persona rédacteur, la marque au nom de qui on écrit en fait, le ton sur lequel il faut le faire, et puis le plan, évidemment, ce genre de choses-là. Mais en fait, ça se passe en plusieurs échanges. On se fait un petit ping-pong. Et en réalité, c'est là que j'obtiens le contenu le meilleur. Mais vraiment le meilleur. Parce que il y a un phénomène dont il faut avoir conscience, c'est le phénomène de surcharge cognitive. En réalité, un prompt comme ça, là, long comme un jour sans pain, qui fait, je sais pas,
doit faire 2000 et quelques mots, je pense, 2500 mots. Mhm. Ben, en réalité, un LLM, il va en perdre des bouts au milieu. Bien sûr. Il peut en perdre des bouts. Mhm. Alors que si tu travailles en ping-pong, qu'il a tout en mémoire, en cache, et que derrière, ensuite, tu arrives avec un cahier des charges très strict, mais qui n'est pas à rallonge, derrière, tu vas avoir de très bons résultats très vite, mais très très Mhm. vite. Mhm. Et Mhm. à une itération près, en fait, tu as quasiment le résultat final, tu vois. Mhm. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, c'est plus comme ça que je travaille aujourd'hui, si tu veux, en symbiose en échange avec l'outil. Ok. Et d'autant que les outils maintenant peuvent partir en ligne sans problème. Mhm. Donc, c'est beaucoup plus facile à gérer qu'avant. Avant, il fallait passer soit par des extensions, soit par des trucs. Voilà. Alors, tu vois, regarde le contenu qui va nous pondre. Tu vas voir. Hop là, je t'annonce ce qu'il va nous faire. Attends, on va voir. 2600, 2000. Ouais, il va nous sortir 2000, 2200 mots à peu près, je dirais. Alors pour Hop, ceux qui nous écoutent sur une plateforme, là Baptiste en fait il est en train de nous montrer ses prompts, comment il fait et comment il le score de contenu avec Urtex Guru. Voilà. voilà. Passez sur Donc, YouTube et abonnez-vous surtout. ouais, ouais. Là, il est encore en train de dérouler, tu vois, Mm. mais on voit qu'il le traite de façon assez exhaustive. Oula, il va être bien plus long. Il en est qu'à comment se débarrasser des mauvaises herbes. Il va faire 4000 mots l'article. Je pense. Mm. 3 ou 4000 mots. Donc là, limite, on en aura trop et on va pouvoir dégraisser à notre convenance derrière. Mais Bah, ça, tu vois, voilà, c'est la rigidité de l'ancienne façon de faire, en fait. mais du coup, enfin, c'est C'est quand ça même ce intéressant qui ce est. que tu dis parce que là tu dis que ok ton IA elle va te créer un contenu qui est bien, qui est optimisé, mais tu gardes quand même du temps pour revoir le contenu, corriger, dégraisser, comme tu dis. Ben, là, en Voilà. fait, sur l'ancienne méthode, oui. Tu vois, sur Mhm. cette méthode-là, tu es obligé parce qu'en fait, si tu veux, c'est très rigide. Tu as un cahier des charges tellement complexe et complet en amont que derrière, ben, en fait, là, il va l'appliquer au pied de la lettre, tu vois. Non, peut-être pas Mhm. 4000 mots, c'est bien. Vas-y, hop, hop, hop. Allez, Michael. Il va nous le livrer. Le voilà. On va le copier. Eh, mais on vit dans une époque, on vit dans une époque formidable quand même, hein. Ah oui, c'est fou. Non, mais moi, je suis le C'est premier à le complètement dire, hein. dingue. Voilà, tu vois, 4700 mots. Il est beaucoup trop long. Mhm. Et tu vois, c'est le problème de l'ancienne méthode, en fait. Ça, avec ChatGPT, ça marchait bien, hein, ce genre de prompt-là. Mhm. Alors que si tu travailles en collaboration avec l'IA, le fait d'analyser les concurrents, le fait de vraiment poser un cahier des charges avant l'analyse, de savoir exactement ce que tu veux analyser, etc., ben, en réalité, l'outil va regarder au bon endroit. Et Mhm. donc, tu vas avoir un contenu correspondant à l'attendu. Donc là, Mhm. typiquement, tu auras un contenu de 2000, 2200 mots, tu vois, mais qui aura l'optimisation sémantique correspondante, la structure qu'il faut et tout ce qui va bien. Ok, d'accord, Donc très ça, bien. tu vois, c'est vraiment l'ancienne méthode, le prompt chargé. Ok, super. Franchement propre, Baptiste, honnêtement, c'est propre. Propre, propre, propre. Bah, merci pour l'exemple que tu nous as montré. Ok, bah, je pense qu'on est pas mal globalement. Là, on arrive à 1 heure tranquillement d'enregistrement. Donc, on est en train d'arriver vers la fin. C'est passé très vite, franchement. Ouais, Je, très c'est, très vite. enfin, je sais pas, c'est quand même un truc de fou. Euh, Là, j'ai une question en fait à te poser, mais plus d'un point de vue vision, mindset, de comment évoluer les choses, aussi bien pour les rédacteurs que pour les CEO. Tu as été rédacteur, enfin, tu es toujours rédacteur, tu as fait le switch, tu as créé ta niche sur laquelle tu excelles. Selon toi, quelle est ta vision du web avec tout ce qui se passe là, tu vois, donc avec le web qui est de plus en plus rempli de contenu généré par IA, il y a de plus en plus de soupes, tu vois, qui sont faits, qui rankent quand même. On est en train de créer un web, voilà, qui fait par les IA, tu vois. Donc toi, en fait, en tant que rédacteur qui a vraiment vu tout ça arriver step by step, quelle est ta vision des choses pour la suite? Alors c'est compliqué parce qu'il y a plein de niveaux en fait dans ta Mm. question. Il y a le devenir du web classique avec les changements apportés par exemple par Google, avec tout ce qui nous attend, nous, métier, à Mm. savoir les AI overview, tout ça, machin. Il y a une autre vision, c'est un truc dont on parle peu, moi je trouve en ce moment, et celui qui en parle excellemment bien, vraiment. Moi, c'est un modèle pour moi, c'est Vincent Terrazi, qui a une Et que Vincent? vision.
Il a une vision qui est, enfin, Mm. il est dans le turfu lui, mais il l'a toujours été. Euh, on parle peu de l'agentique. Pour l'instant, l'agentique, c'est un peu un gadget, avoir un navigateur qui est autonome, machin et tout. L'adoption, elle est un peu marginale. Pour l'instant, on est un peu en chien de faïence. On a Mm. peur de mettre la carte bleue, de lui confier nos achats, tout ça. Mais au milieu de tout ça, il y a des choses qui émergent. Je pense, et merci Vincent pour cette vision, je pense qu'il va y avoir un web pour les IA et un web pour les humains. Mm. Il va falloir exceller dans le web pour les humains, du web passion, du web passage à l'action, mais avec un côté coup de cœur, un côté voilà, ce genre de choses-là, ou vraiment un web émotionnel. Et il va y avoir un web mécanique beaucoup plus lié à l'agentique, justement, où les IA parleront entre elles. Donc concrètement, tu vas commander son billet d'avion en cherchant dans Skyscanner quelle est la meilleure offre, machin, passer les 4 trucs, tu auras pu le faire en fait. Mm. Ça, tu vas le déléguer. Faire la base de tes courses, on va dire, tu sais, nous on fait des courses en drive, ma femme qui s'occupe des courses en drive, des fois tu as la surprise de voir arriver un paquet de 48 rouleaux de PQ et tu te dis mais je le range où ça? Oui mais je me suis trompé sur le format, là l'IA se trompera pas parce qu'il y aura les bons attributs partout, tu vois. Mm. Ça ce sera un web pour les IA. Par contre, chercher un professionnel pour faire des travaux chez toi, ben, tu vas toujours regarder. Tu vas chercher les avis, tu vas regarder les pages de vente. Ça, les landing pages, et tout ça, voilà. Pareil, pourquoi Amazon a interdit à Perplexity de pouvoir faire les achats cette semaine là-dedans, Mm. directement dans Amazon? Ben, à cause des upsells et des cross-sells. En fait, l'IA, tu lui dis va m'acheter une paire de chaussures, elle va t'acheter la paire de chaussures, elle revient. Sauf que toi, quand Mm. tu as vu la paire de chaussures, tu as été exposé au t-shirt qui est assorti à la paire de godasses, au pantalon qui va bien avec, ou, et toi, tu peux craquer là-dessus. Là où une Mm. IA craquera pas, en fait. C'est pour ça que Amazon a interdit Perplexity de pouvoir faire des achats en direct. Il n'y a pas l'achat coup de cœur. Et ça, au contraire, le web coup de cœur, le web achat coup de cœur, le web recherche passion, tout ça, ça y sera toujours. Donc, d'un côté, tu vas avoir ton site qui sera à la fois une base de données, et à la fois vraiment un élément rassurant pour les humains ou attrayant pour les humains. Ça, c'est ma vision. Après, je suis peut-être un bisounours et je me trompe peut-être sur le web coup de cœur, le web passion, mais je pense qu'on va se diriger vers ça. Et après, oui, il y a beaucoup de sites qui vont se transformer en database, simplement, Mm. Mm. dans lesquels les LLM vont aller taper et se servir de ce qu'il y aura pour mener les actions. Donc je pense au e-commerce en disant ça surtout, tu vois, un e-commerce générique qui vend des trucs mais qui a un meilleur prix que les autres, ouais, potentiellement il a tout pour être en lice, pour être éligible par un LLM. Tu vois, Mm. dans la mesure où trouve-moi le moins cher. Et à contrario, trouve-moi le plus beau, ça l'IA ne pourra pas le faire. Tu vois? Et donc c'est ça moi que je vois se dessiner petit à petit en fait, un web utilitaire et un web humain. Et sur le web humain, peut-être après, ben, on va voir émerger de nouvelles tendances, tu vois. Mais en fait, ce que tu dis, je le partage beaucoup, mais sous d'autres mots. En fait, euh, je vais revenir en fait à un point que t'aimes pas, c'est l'intention de recherche qu'il y a derrière. Tu vois, moi, je pense que chercher un truc du genre quel temps fait-il demain ou j'ai mal au ventre, pourquoi alors que j'ai mangé un saut de KFC et que Doctissimo te dit bah t'as le cancer, tu vois. Enfin, bref. En fait, pour moi, tout ça, tous ces types de requêtes qui n'ont pas une intention derrière enfin, de déclenchement humain, on va dire. Pour moi, ça va être les IA qui vont les phagocyter, on va dire. Mais après, derrière, tout ce qui est décisionnel derrière, donc tout ce qui est, comme tu dis, hein, tout ce qui est achat, tout ce qui est, enfin, ouais, tout ce qui est, enfin, toutes les choses qui impliquent une décision qui peut avoir un impact direct sur la vie de la personne. Pour moi, ça reste les sites web. Et en fait, pour moi, c'est là où on doit mettre le focus. Moi, perso, tu vois, enfin, quand je fais des stratégies SEO, GEO, AIAO, EAIAO,
Bref, ça le débat encore. Mais voilà, mais quand je fais des strates de visibilité pour le client, je leur dis franchement l'informationnel c'est bien, mais moi je vais surtout vous apporter de la valeur sur le commercial, le transactionnel, parce qu'en fait c'est là en fait où les gens vont venir plus passer du temps sur votre site et convertir. Après, on peut faire un petit peu d'infos, mais tu n'auras pas de trafic, tu seras peut-être sur les LLM, mais c'est comme ça comment orienter les choses. Et généralement, en fait, vu que je le fais, j'ai les résultats. Voilà. Tu allais dire un truc, je t'ai coupé, mais vas-y. Ouais, non, mais en fait, c'est oui et non, parce que si tu veux, dans l'achat, t'as deux types d'achats. T'as l'achat utilitaire et l'achat émotionnel. Donc déjà, moi, ça, tu vois, je le sépare. Acheter du café, c'est pas acheter une fringue pour un événement spécial. Mhm. Donc ça, acheter du café, ça va pouvoir se faire tout seul. Par contre, dans ce que tu dis, même moi, c'est ce que je dis tout le temps là en ce moment, avec l'AI Overview, ou tout ce que tu veux, l'AI Mode. Il y Mhm. a un truc qu'on ne pourra pas résumer de ton site, c'est tes pages de vente. Mhm. Mhm. On pourra toujours résumer un article que tu as écrit, tu pourras être la source, très bien, bon. Par contre, il faut pas oublier un truc, c'est que cette information que tu vas transmettre dans du contenu informationnel, qui peut-être n'est pas repris en source, et qui peut l'être, mais qui ne veut pas dire que tu vas avoir du trafic. Par contre, ça assoit ton autorité dans ta niche. Mhm. Mhm. Aux yeux des algorithmes, aux yeux de tous les moteurs qui peuvent te juger ou se servir de ton contenu, quand tu reviens souvent dans un classement assez serré et en ayant la bonne information, en étant la source, ça va asseoir Mhm. ta notoriété, au moins aux yeux des LLM. Derrière, par contre, effectivement, les pages de vente, tout ça, il n'y a pas moyen que ce soit résumé. Mhm. Mhm. Et c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui fera qu'une landing est plus vendeuse qu'une autre et tout ça. C'est mon cheval de bataille. Ok, intéressant, intéressant. Donc du coup, pour résumer, l'humain est là pour vendre, les LLM sont là pour informer. Ouais, c'est ça. Un peu, mais encore, ouais, c'est c'est- c'est- c'est un peu à l'emporte-pièce parce qu'on va voir que petit à petit aussi, il y a de grandes chances qu'on voit des trucs émerger, des mécaniques là-dessus, des mécanismes là-dessus. C'est pour Mhm. ça que je suis très prudent sur le futur, moi. J'aime pas trop me projeter. Et Mhm. dans tous les cas, SEO, le E, c'est engine, mais ça veut pas dire Google en fait. C'est moteur. Et donc, quel que soit le moteur, ce sera toujours un terrain de jeu. Pour moi, c'est un vrai terrain de jeu. De Je ouf. m'amuse beaucoup depuis qu'il y a l'IA, je m'amuse beaucoup, ne serait-ce que pour comprendre comment ça marche. Et c'est pareil, tu vois, là en ce moment, les citations, le chat GPT, comment est-ce que tu remontes dedans, les fan-out, tout ça. Moi, j'aime beaucoup en fait. Ça me donne du grain à moudre à nouveau, ça me donne de la matière pour me Mhm. creuser la tête. Et ça a bouffé pour le cerveau, tu vois, pour voir comment est-ce que, allez, je peux cheater le truc et prendre le sur le process, quoi, tu vois. Mhm. 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 Donc, en soi, moi, ça me stresse pas plus que ça. Ah mais mon C'est nom. juste que il y a les KPI qui vont changer. En fait, pour moi, en fait, et on va juste terminer par ça, il y a les choses qui évoluent, et comme tu l'as si bien dit en début de podcast, à partir du moment où tu es en mouvement pour chercher la petite faille, on est dans un milieu, le web, qui ne sera jamais mort, le SEO encore moins, parce qu'il y aura toujours quelque chose à faire, parce qu'il y aura toujours des failles. Ce C'est fameux ça, E de engine. c'est ça. Sur ces bons mots, je te propose qu'on s'arrête. Ou bien, si ceux qui nous écoutent veulent une partie 2, commentaire, partie 2, on va parler des intentions de recherche et on va les taper sur tous ceux qui disent ça. Laura Blanchard, j'espère que tu m'en voudras pas, on a fait un épisode de fou, mais voilà, là, pour le coup, j'ai besoin de faire des vues. Voilà. Je viens d'avoir un deuxième enfant, faut qu'elle mange. Donc, voilà. Donc, je vais peut-être créer une petite guerre. Non, mais c'est un parti pris pour moi en réalité. C'est que c'est juste une question. Il n'y a pas de sujet en fait pour moi, les intentions de recherche, c'est tout. Ouais. On en parlera in the next episode, comme dirait notre cher Dr. Dre. Baptiste, franchement, merci beaucoup. Merci pour toute la valeur que tu nous as partagée. En fait, si je dois résumer tout ce qu'on s'est dit. Baptiste, qui fait du web depuis à peu près 9 ans, est tombé dans la marmite de la rédaction par hasard. Baptiste, tu sais écrire? Ouais, viens. D'accord. C'est ça, c'est ça. Donc, tu es tombé dessus par hasard. Ça t'a permis d'être reconnu en tant que rédacteur. L'IA est arrivé. Gros crash. Tu as passé du temps à voir concrètement comment il fonctionne
pour en faire un allié dans ta rédaction. C'est là où tu as eu de meilleurs clients qu'avant. Donc, en fait, pour toi, en tant que rédacteur, l'IA a été une bénédiction. C'est là où tu as eu des meilleurs clients, que tu es reconnu par la communauté, que tu donnes des formations, que tu as fait tous tes tests que tu donnes. Et tu nous as montré un petit peu comment créer du bon contenu avec Claude Sonnet 4.0. La démarche à avoir pour créer du contenu, donc connaître le persona, connaître son client, connaître son business pour y aller. Et enfin, pour toi, le web est une merveilleuse chose qui a été créée, qui ne va jamais mourir. Ouais. Je pense que sous la forme qu'on le connaît, mais ouais, ça continuera. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Cool. Où est-ce qu'on peut te trouver, Baptiste? Toi qui apparemment est derrière ton écran, tu regardes ce qui se passe, mais tu commandes jamais. Comment on peut discuter avec toi? Non, c'est vrai, je suis très spectateur moi, du web. Sur LinkedIn de temps en temps, sur Twitter plus. Et sinon, de temps en temps en formation ou en conférence. Mais après, sinon, je vis l'essentiel du temps dans ma grotte, où je suis très bien à travailler en pantoufles. D'ailleurs, pour l'anecdote, pour illustrer ce que tu dis, quand on s'est rencontrés il y a un mois à peu près au masterclass SEO Summit 2025, tu me dis Bilker, franchement c'est bien ce que tu fais avec les Paretos et tout. Honnêtement, c'est bien ce que tu fais, voilà. Mais moi je reste ça comme ça, comme ça. Moi je dis cool, mais t'es qui? Alors je sais ce que tu fais, mais je commande jamais. Mais je suis ah ouais. Ouais, non, je suis pas, être sous le feu des projecteurs, je le fais parce que, voilà, enfin, j'aime bien partager, donc en général, même quand je le fais, c'est de bon cœur et puis j'aime bien délivrer. Ah bah j'ai Mais après, passer du temps pour passer du temps, c'est pas mon truc, quoi. Moi, je préfère travailler de mon côté. je ne parle pas, c'est mon travail c'est mon travail qui parle à ma place. C'est faux ça. Baptiste, un grand merci. Et du coup, si jamais on va aller plus loin avec toi avec tes solutions, donc tu m'as parlé de Easy Content Flow. Est-ce que tu peux me dire quelques mots de Easy Content Flow? Ouais, rapidement, bah, Easy Content Flow, c'est moi enfermé dans une machine. Oh. Vraiment, j'ai voulu créer l'outil dont j'ai toujours rêvé en fait, et qui soit capable de produire du contenu de qualité qui embarque le cahier des charges et qui délivre le bon message. Et aujourd'hui, l'outil commence à prendre un peu d'inertie. Je commence à avoir pas mal de feedback et des positifs. Et en fait, c'est mon petit bébé là, mon projet du moment que je vais faire grossir. Là aujourd'hui, il permet de rédiger du contenu édito, de la news. Alors quand je dis édito, c'est aussi bien un comparatif qu'un tuto, un article, que quoi que ce soit. De la news aussi, des catégories e-commerce, des fiches produits. Et là, petit à petit, je vais introduire des nouveautés, à savoir la création de landing pages automatiques. Des landing pages vraiment costauds et optimisés, voués à ranker en plus et à convertir. Cool. Le maillage interne automatique. Waouh. Ok. Et petit à petit, d'autres surprises qui viendront s'ajouter. Il y a moyen d'avoir un petit code promo, Baptiste ou... Ouais, je te ferai ça. Cool. Bah, si tu veux un petit code promo, je vais le mettre en commentaire de cette vidéo. Voilà. Ça marche. Pour ceux qui sont restés jusqu'à 1h20 de ce podcast. Voilà, très pour vous. Super Baptiste, merci. C'est vraiment mon bébé, je vous garantis, et je n'oserais pas le montrer en public si le contenu qui sort n'était pas à la hauteur de mes attentes à moi. Et croyez-moi, je suis casse-pied sur la qualité. Et voilà, j'ai aucune honte à le mettre dans les mains de n'importe qui. Très bien, bah voilà, tout est là. De toute façon, pendant que tu parles, je suis en train de le montrer. Voilà, donc n'hésitez pas à tester. Je vous mets le petit code promo en description. Et puis voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. Baptiste, c'est cool. Merci pour cette masterclass que tu nous as offert. Merci à toi pour l'invitation, c'était très cool. Merci à toi d'exister. Merci à toi. On va aller très loin comme ça, on peut faire 1h30 de podcast pour se dire merci. Voilà. Non, Baptiste, merci beaucoup. Merci pour ce que tu nous as partagé. Donc, du coup, je vais mettre en lien ce que tu nous as proposé. Quant à moi, bah, pareil, je vais fermer ce podcast en te remerciant également LWS
qui a sponsorisé cet épisode. Donc, si vous voulez tester cet hébergeur 100% français, pareil, je vous mets le petit lien en description avec le petit code promo qui va bien et que Baptiste va aussi vous donner pour son outil. Et quant à moi, si vous êtes freelance et qui êtes là jusqu'à la fin et que vous souhaitez être monté en compétence en tant que freelance SEO qui vend ses prestations, enfin, qui maîtrise le SEO, le bon SEO qui vend ses prestations, et là, le programme SEO Pareto, je vous mets le lien en description. Et si vous voulez que je m'occupe de votre SEO, il y a le programme Organique Pareto. Je vous offre un audit gratuit pour voir concrètement combien peut apporter mon intervention chez vous. Pareil, je vous mets le petit lien en description. Baptiste, la bise. On se dit à très vite. Ça marche. Allez, salut, ciao. Ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager cet épisode, mais également à mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast de ton choix. Et nous, on se dit rendez-vous pour une prochaine. Allez, salut, ciao.